la sienne, qu'il pourra surmonter les idées fixes, pour reprendre le terme de Pierre Janet, qui freinent la guérison. À ce stade apparaît le rôle essentiel de la crédivité. Encore un terme qui est un néologisme. La crédivité est différente de la croyance. La croyance est croyance en quelque chose hors de soi. La crédivité porte sur sa relation à autrui. Comme nous l'avons dit donc précédemment, l'acte thérapeutique psychologique, pour être satisfait, doit rencontrer l'adhésion du patient. Or, cette adhésion dépend de ce que Bernheim, au début du XXe siècle, nommait crédivité. Ce néologisme, il l'a créé pour rendre compte de l'état d'abandon du sujet dans l'expérience hypnotique. Cette crédivité est intimement liée à l'attente anxieuse de guérir, mais pas seulement. Elle suppose que le patient ressente comme venant de lui-même, voire de l'intérieur de lui-même, les nouvelles pensées qu'il acquiert dans sa thérapie. De ce fait, l'hypnose, mère de toutes les psychothérapies contemporaines, conditionne l'adhésion du patient au contenu qu'il endosse, fût-il suggéré, et qu'il perçoit comme une conquête de lui-même. Le rôle ici fondamental de l'éthique thérapeutique est crucial. La suspension du jugement du clinicien, son abstinence physique et mentale et l'effacement de son modèle thérapeutique derrière la réalité vivante de la relation garantit l'efficacité de la thérapie. L'éthique permet au sujet de conquérir une certaine vérité de soi. On a vu que cette vérité de soi n'a pas besoin d'être une vérité evidence-based. Cette vérité a souvent été comprise comme un élargissement des capacités du moi, une victoire sur ce qui sous-tend ses fonctions, c'est-à-dire débouche sur un état mental qui est l'exact contraire de ce que réalisent les dérives sectaires. C'est ce type de relation thérapeutique, orientée vers l'autonomie du patient, éminemment positive et reconstituante, qui se trouve détournée de son but et utilisée pour son unique intérêt par l'instigateur et le manipulateur de cette situation intersubjective. Dans ce cas, s'établit un processus d'influence qui détruit, qui utilisera cette élaboration conceptuelle du patient pour l'installer dans une croyance extérieure à lui-même, croyance qu'il endosse pourtant et ressent comme venant de lui-même. On perçoit maintenant que l'imposteur thérapeute pratique ce que les zoologues nomment le mimétisme agressif, en comparant cette stratégie à un loup déguisé en mouton. Dans cette relation intense, vécue dans la confiance, l'affectivité et le sentiment de protection, l'imposteur copie le processus thérapeutique pour mieux établir sa domination sur le patient fragilisé. Par cette stratégie mimétique, le porteur du système sectaire apparaît à sa victime comme susceptible de la soigner et de l'aider en imitant des procédures thérapeutiques efficientes reconnues. La contagion de ces théories fantaisistes et dangereuses condamne le sujet à croire en un monde qui le coupe de sa réalité et qui l'endosse comme la seule forme de pensée qui explique sa détresse et justifie son asservissement à la domination d'un autre. Pour finir, il reste un point important à aborder, celui qui concerne les aspects psychologiques des auteurs de ces dérives sectaires. Faute d'avoir intégré les principes éthiques consubstantiels à la thérapie, que poursuivent-ils? Quel est leur projet? Ces personnes visent l'instauration d'une relation d'emprise. L'emprise consiste à neutraliser le désir d'autrui, à ramener l'autre à la fonction et au statut d'un objet entièrement assimilable, objet qui, comme le note Michel Schneider, ne dirait plus que ceci: il pense, donc je suis. Ajoutons que cet acte de domination et de dépossession s'accompagne du projet de laisser une empreinte sur l'autre pour y dessiner sa propre figure. Qu'il s'agisse de personnalités avec des traits pervers, jouissant de la néantisation du désir d'autrui, ou des traits obsessionnels, recherchant la destruction et le pouvoir sur autrui, ces pratiques dangereuses nécessitent d'établir des barrières solides contre elles dans le champ de la santé. J'ai fait évidemment tout ce détour pour préciser ce que vous avez entendu, c'est-à-dire préciser cette idée que les choses se passent dans une intersubjectivité relativement invisible
et dans laquelle se construit et s'élabore ces pratiques dangereuses. Pour le dispositif de formation, dans ce champ, cette question du risque de dérive sectaire se pose d'une manière différente selon que l'on est médecin ou associé, ou avec ou sans connaissance des thérapies complémentaires, ou encore thérapeute pratiquant l'une ou l'autre des MCA. Un enseignement universitaire permettant de sensibiliser et d'informer ces différents professionnels sur les risques de dérive sectaire, par exemple sous la forme d'un DU ou certificat de formation, bénéficierait de la présence conjointe de stagiaires appartenant à ces trois groupes professionnels et peut-être d'autres. Bref, un groupe constitué de sous-groupes. En effet, dans ce domaine souvent mentionné, rarement problématisé et inégalement expérimenté, la rencontre dans le groupe de formation des uns et des autres peut conduire à un processus d'élaboration de groupe, réunissant les réflexions de tous et assurant leurs compétences dans ce domaine. Pour mettre en place ces enseignements, nous pourrions nous inspirer des formations à la prévention du suicide. Peut-être parmi vous, certains connaissent ces formations étaient très importantes depuis une dizaine d'années, qui ont été initiées au Québec par Monique Seguin et en France par Jean-Louis Terra, qui ont montré leur efficacité. Elles supposent l'intervention d'enseignants compétents dans l'animation des groupes et d'enseignements magistraux sur les aspects juridiques, sociologiques et psychologiques en jeu. Mais surtout, ces formations ont d'abord consisté à former des formateurs qui ont ensuite organisé et animé des formations du même type et permis d'accroître exponentiellement les personnes formées dans le secteur de la santé et de l'éducation. Voici donc ce que je voulais vous dire et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup Alain, je crois que c'était d'une richesse incroyable. Et puis avant d'être ce grand professeur en psychologie, Alain a aussi suivi, a été un sociologue. Et donc finir sur le suicide, c'est aussi un coup de chapeau à Durkheim, qui est le premier à montrer d'ailleurs, en travaillant sur le suicide, qu'il n'y a pas de fatalisme, que ça n'arrive pas comme ça par hasard. Et finalement, ça fait aussi lien avec tout ce qu'on dit. On ne tombe pas dans ces dérives, on y tombe aussi pour des raisons sociales, pour des raisons de personnes, et ainsi de suite. Je trouvais que c'était assez riche, ce lien. Alors, on a commencé avec Laurence Wassenbrock, députée, et on va finir avec Agnès Firmin-Lebaudot, elle aussi députée, et par ailleurs pharmacienne d'officine. Mais c'est en temps… Je voulais dire aussi, Alain, que tu es un très fort contributeur pour l'agence, parce que tu pilotes le groupe sur l'évaluation, et ces questions-là sont justement des questions absolument majeures. Et d'ailleurs, Agnès fait aussi partie des experts de l'agence des MCA, donc c'est aussi très sympathique à Agnès, qui est du côté du Havre, de bien vouloir d'abord avoir suivi avec grand intérêt toute l'après-midi, et de bien vouloir nous dire maintenant quelques mots. À toi, Agnès. Oui, bonsoir à tous. Merci Serge, Véronique et Philippe de l'invitation. Cet après-midi était intense et riche, tant les sujets évoqués ont été intenses, riches et divers. Donc, ça m'amène à plusieurs réflexions. Parce que l'intérêt d'écouter et de participer à ce genre de choses, c'est de savoir qu'est-ce que nous, on pourrait apporter comme réflexion et comme évolution. D'abord, ça veut dire quoi, dérive en santé? Et en fait, plus j'ai écouté cet après-midi, plus je me posais la question. Est-ce qu'on parle de dérives, j'allais dire, presque liées parfois à la religion? On parle de dérives uniquement de pratiques? Est-ce qu'on parle de pratiques nouvelles par rapport à une santé, j'allais dire, plutôt classique? Mais c'est quoi la santé classique? Et on voit bien que, et c'est notamment peut-être la vaccination qui m'amène à porter ce genre de réflexion, que la défiance envers certaines formes de médecine, la défiance envers les professionnels, parfois même de santé, qui, sur les plateaux de télé, peuvent parfois donner des avis divers et variés, montre bien que nous devons peut-être réfléchir à je ne sais pas trop quoi, et peut-être que une espèce de mission interministérielle sur ce que seraient les dérives en santé, ou un observatoire. Alors en écoutant, je suis arrivée à la MIODESA. Mission interministérielle d'observatoire des dérives en santé. Ça fait MIODESA, c'est pas moche, ça se dit. Mais on voit bien qu'on a quand même une petite problématique à poser, tant sur l'information
et la désinformation, sur la formation de tous les professionnels, sur ce qu'est une pratique médicale, ce qu'elle n'est pas. Donc tout ça mérite, je pense, et peut-être un peu plus maintenant, qu'on se pose et qu'on s'interroge, nous les politiques, je mets entre guillemets, hein, avec vous les professionnels, avec vous tous les gens qui travaillez sur ces sujets, peut-être à la nécessité d'avoir une instance. Alors je ne suis pas pour la création de tous ces zinzins, mais je pense que le sujet mérite réflexion. On a commencé par ma collègue Laurence qui, à l'Assemblée, elle nous a alertés à travers la loi bioéthique sur ces sujets importants. On est arrivé là en décembre, dans le cadre de la loi portant principe républicain, à parler des certificats de virginité. Donc on voit bien que tous ces sujets nous arrivent à un moment ou à un autre. On parle beaucoup de vaccination. Serge, tu nous as fait réfléchir sur l'homéopathie, mais on voit bien qu'on a aussi des positions différentes sur l'homéopathie. J'ai entendu parler tout à l'heure des diététiciens. On a parlé de pratiques en santé. Ce sont des sujets aussi qu'on aborde à l'Assemblée nationale, et dans un contexte toujours soit législatif, mais jamais en se posant la question de qu'est-ce qu'il amène sur les pratiques, j'allais dire, au quotidien pour nos concitoyens. Donc peut-être à la lueur de tout ce qu'on a entendu cette année, je ne sais pas si collectivement l'agence que dirige Véronique avec Serge et Philippe pourrait être, j'allais dire, proactive sur la réflexion de cette création d'une mission interministérielle, j'allais dire presque en parallèle à ce que nous avons entendu tout à l'heure sur la mission interministérielle des dérives sectaires. Je pense que ça pourrait être un pendant qui soit peut-être intéressant. C'était en tout cas à la lueur de tous les débats que j'ai entendus, c'était ce que m'amenait cet après-midi de réflexion et d'écoute sur des sujets quand même qu'on voit très divers et très variés, et qui mériteraient peut-être, j'allais dire, une instance qui les fédère et qui génère de l'information et de la vraie information et pas de la désinformation. Voilà pour l'instant, Serge, que tout ça m'inspirait. Eh bien, merci beaucoup Agnès, et c'est déjà beaucoup, c'est énorme. Je rappelle qu'au départ, on devait faire ce colloque à l'Assemblée nationale, hein, que voilà, dans la période, c'était pas possible, mais ça voulait dire cela aussi. Je crois que ce que tu dis à la fin, on est évidemment plus que partant, hein, ça fait partie de l'enjeu. Et puis, on a vu avec ce qu'on vit là depuis un an, avec les débats autour des vaccins, mais plus largement, on sait, je crois qu'il y a une redécouverte d'un certain nombre de décideurs de l'importance de la santé. On se dit le premier de l'an, bonne année, bonne santé. Et les gens oublient, comme dirait Orwell, c'est la décence commune, quoi. Les gens oublient cette importance-là. Et donc, on a oublié combien la santé n'était pas une évidence, mais était un combat, d'une certaine manière. Elle n'était pas gagné comme ça. Et que les dérives en santé participent en tout cas, la lutte contre les dérives en santé participe de ce combat. Et donc, pour nous, on a aussi créé, et Samir Kalfaoui est avec nous, on a aussi créé cette agence par rapport à cette problématique-là, en disant qu'il y a des dérives sectaires d'un côté, mais qu'il y a aussi ces dérives en santé, et qu'il faut prendre en compte les deux, et qu'évidemment, on est plus que prêt à discuter avec la représentation nationale pour avancer sur cette problématique-là, pour avancer sur la création d'une structure qui permette, pas la structure Théodule qui se rajoute, mais une structure qui prenne en compte, et on l'a bien vu hein, dans tout ce qui a été dit, c'est une question à l'école, c'est une question par rapport aux jeunes filles, c'est une question d'égalité sociale, culturelle, c'est une question d'égalité géographique aussi, parce qu'on n'a pas les mêmes accès aussi bien aux équipements en santé, aux compétences en santé, ainsi de suite, selon l'endroit où on vit. Donc tout ça participe complètement, justement, je disais tout à l'heure, d'une vision politique, au plus beau sens du terme. Et donc on est évidemment complètement partant pour travailler avec toi et avec d'autres sur cette question-là. Et on l'a bien vu, hein, quand on demandait à Joël Jaouen, par exemple, France Alzheimer, sur cette question d'abus de faiblesse, mais qui a été dit plusieurs fois, quand on voit ce qui peut se passer de manière abominable envers des enfants, des adolescents, autour de la question de leur interdire finalement leur choix, leur orientation sexuelle et ainsi de suite, on voit bien que toutes ces problématiques-là sont extrêmement fortes. Alors, il est assez tard, enfin, il est 17h20. Est-ce que dans l'Assemblée, avant que Véronique dise quelques mots, puis on reviendra un petit peu conclure, est-ce qu'il y a quelqu'une qui a une question ou qui veut intervenir là dans cette seconde-là?
à écrire sur le chat, Serge, sinon on ne va pas s'entendre. Ouais. Alors, Oui, alors je viens d'ouvrir le chat justement. ouais, Si vous avez des ouais. questions, vous Alors, pouvez directement les poser sur le chat. alors, on va aller très très vite. Je vois que Marc Martin a ouvert un. euh, alors, il passe déjà plein de choses. C'est le risque du chat. Évidemment, Oui. c'est très difficile à lire pour nous, hein. Mais voilà. Ouais, mais excusez-moi, on peut aussi intervenir de manière orale. Et exactement ce que je viens de dire en disant si jamais il y a des gens qui veulent poser des questions. Ouais, non, moi j'avais juste un commentaire. Enfin, et je trouve que la conférence est absolument pertinente, sachante et tout, et ça dénote beaucoup de la responsabilité en fait des professionnels de santé. Juste en aparté, parce que j'ai entendu quelqu'un dire ah bon, ça existe le certificat de virginité, mais c'est quoi? Oui, c'est quelque chose d'extrêmement présent en réalité en France. Et ça s'est accentué, ce certificat de virginité, parce que justement, des professionnels de santé acceptaient et acceptent de le faire. Hein, sinon, il n'y aurait pas en fait ça en réalité. Alors après, c'est autre chose, hein, parce que certaines familles s'assurent de la virginité et que parfois, quand la jeune fille, enfin la femme, ne l'est pas, ça peut engendrer beaucoup de choses. Mais c'est parce que le médecin accepte ce certificat que ça s'est développé. Et moi, je suis absolument ravie que ça soit légiféré, qu'on l'interdise, hein, parce que c'est effectivement en interdisant que ça va pas pouvoir se faire en fait. Voilà. Et ces dérives-là, le professionnel de santé y est quand même vraiment pour beaucoup en général. Donc, en fait, cette intervention de cet après-midi est absolument géniale parce qu'elle replace la responsabilité du professionnel de santé dans ses dérives aussi. Beaucoup. Merci beaucoup de cette intervention. C'était un commentaire. Merci. C'est aussi de dire les responsabilités de chacun d'une certaine manière, sans jeter la pierre, bien sûr. Il y a Didier qui a parlé. J'ai demandé la parole. Alors, allez-y. J'ai demandé la parole, oui, Marc Martin. Je suis médecin acupuncteur. Je connais bien Julien Nizar puisque je suis membre du CEFAM. Je suis président de la Fédération des acupuncteurs dans leur formation continue. Et une chose qui me surprend, parce que depuis 30 ans que je suis professionnel de santé, que je me suis formé à l'acupuncture, que je la professe et que je l'enseigne, je suis très étonné que s'il y a un exercice illégal de la médecine pour des non-acupuncteurs, on laisse, en fait, les pouvoirs publics acceptent que leurs écoles soient totalement ouvertes et légitimes alors que l'exercice est illégal. Donc, je me pose toujours la question de fermeture possible. Et puis, je vois aussi, par exemple, dans ma région normande, notamment sur Elbeuf, la création d'instituts qui forment à l'hypnose, qui forment en fait des gens qui s'autoproclament, alors que nous essayons, au sein même de la faculté de médecine de Rouen, de créer des passerelles et de l'enseignement universitaire vers la capacité, vers les DU. On est surpris de voir des officines privées pouvoir continuer comme ça à exercer depuis 30 ans à des coûts importants dans lesquels effectivement des gens peut-être parfois un peu faibles en difficulté vont dépenser énormément d'argent pour venir se former. Et puis en fin de compte, on leur délivre un diplôme qui n'est pas reconnu et qui ouvre à un exercice illégal. D'accord. Merci beaucoup. Julien, peut-être en 2 mots. Julien. Oui, merci Marc, qui est effectivement engagé au sein de ce collège des enseignants d'acupuncture médicale. C'est vrai. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans, c'est-à-dire que moi, ce que j'en ai compris, notamment du côté des CHU, des partenariats avec la Chine, c'est qu'il peut y avoir un certain intérêt à ce qu'il y ait des praticiens en médecine traditionnelle chinoise qui soient formés, de même que l'État peut avoir un intérêt à ce qu'il y ait beaucoup d'ostéopathes non médecins qui pratiquent l'ostéopathie parce que c'est des soins entre guillemets bien-être qui ne sont pas remboursés. Donc c'est toujours autant d'argent de gagner du côté de la tutelle. Et puis normalement quelqu'un qui pratique des médecines traditionnelles chinoises, s'il est un peu averti, ou même un kiné qui fait de l'acupuncture, il ne doit pas inscrire acupuncture sur sa carte de visite, faute de quoi il fait de l'exercice illégal de la médecine. Merci beaucoup. Je vais demander une dernière intervention à Guillermo Lopez, qui a levé la main. Bonsoir. Véronique.
Bonsoir à tous. Merci encore pour le colloque et tous les intervenants et ce que j'ai pu apprendre sur certaines choses. Je voulais revenir sur ce que venait de dire justement Marc Martin par rapport à ces écoles qui fleurissent un peu partout. Moi, je suis non soignant. En fait, je ne suis pas un personnel médical, je suis hypnotiseur. Je reçois des gens qui sont dans un mal-être très souvent, qui ont des besoins de changement de comportement ou autre. Et de ce qu'a dit Antoine tout à l'heure sur le point de la formation, que je rejoins à 100%, il y a des écoles qui fleurissent dans tous les sens du terme, sur le net, sur du e-learning, sur du présentiel en très peu de jours. Et demain, on est hypnothérapeute, on est hypnologue, ou peu importe le terme qu'on va utiliser. Et ce qui va décrédibiliser ceux qui sont déjà en place, ceux qui font un travail, on va dire, bienveillant et sans aucune manipulation et sans dérive sectaire derrière, et qui vont garder ce cadre éthique de devoir envoyer le client vers un médecin parce que ce qui nous annonce, il y a peut-être de la pathologie qui est détectée derrière. Et ça va poser problème sur demain, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes qui ont été formées, qui ont gaspillé de l'argent, qui se croient aujourd'hui, pour certaines, légitimement ou non, méritant le titre qu'ils ont, et que demain ça change. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces écoles qui continuent de former? Pour quelles raisons, aujourd'hui, elles sont encore ouvertes? Alors, j'ai demandé peut-être, Antoine Bioy, si tu veux dire quelques mots. Oui, Finalement, bien on sûr. parle aussi de ce qu'est l'école aujourd'hui. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour cette intervention. Moi, je la trouve vraiment très, très éclairante. Moi, je rejoins vraiment votre indignation là-dessus. Comment dire, la question, en fait, alors là où je rejoins très exactement, c'est sur le fait que la grande majorité des gens dont on est en train de parler, en fait, ne savent pas qu'elles sont hors cadre. C'est-à-dire que je vous rejoins entièrement pour dire que les centres de formation dont on est en train de parler ont leurs responsabilités. En laissant penser en fait que le terme d'hypnothérapeute n'étant pas protégé, du coup l'exercice est libre, ce qui est absolument faux en termes législatifs. Le fait de ne pas informer sur les risques qui sont présents en termes de pénal, etc., est une faute grave de ces centres. Alors, j'en avais discuté en fait avec le service juridique de l'INSERM quand on avait travaillé sur le rapport de 2015. Et en fait, il m'avait dit que les centres en question étaient évidemment, connaissaient bien la loi, même s'ils ne la transmettaient pas, et ils savent en particulier que s'ils ne mettent pas sur leur site qu'ils forment à l'exercice thérapeutique de l'hypnose, ils ne peuvent pas être inquiétés. Et qu'en fait, précisément, le terme qui est protégé légalement, c'est le terme de thérapeutique. Et donc, eux savent ce qu'ils ne doivent pas mettre sur le site, et effectivement, ensuite, il y a une démarche mercantile, et je rejoins tout à fait sur l'idée qu'ensuite, les gens sont abusés, parce qu'ils ne sont pas informés, ils pensent être dans leur bon droit, et qu'en fait, ils ne le sont pas. Et ça pose une deuxième question qui, pour moi, est importante, ce que vous êtes en train de dire, c'est que surtout avec l'espérance de vie qui avance, en fait, tout le monde devrait avoir droit aussi à la reconversion professionnelle. Et quelqu'un qui a 40, 50, 55 ans, qui souhaite pour le coup changer d'orientation, qui souhaite le faire, on ne va pas lui dire, bah, refais 6 ans, 8 ans de médecine, va faire 3 ans et demi infirmier, va faire 5 ans psychologue, et ensuite ta formation en hypnose. C'est-à-dire que la question de la formation, pour moi, elle est aussi globale, y compris la formation continue, et la question de la reconversion professionnelle. Et pour ma part, en tout cas, mais c'est une prise de position très personnelle, moi, je table beaucoup sur le décret sur les psychothérapies, où il me semble qu'il pourrait y avoir des filières qui pourraient se monter, qui répondraient au décret de prise en charge psychothérapeutique et qui correspondraient véritablement à la démarche des gens de reconversion, d'assistance et d'accompagnement dans un cadre qui serait vraiment un cadre déjà existant. Il n'y a pas besoin de refaire la loi, il y a besoin d'appliquer la loi. Je terminerai là-dessus en disant, évidemment, je disais tout à l'heure que les médecins, les infirmiers, parfois les psychologues désespèrent de ne pas pouvoir faire des choses qui semblent autorisées à des gens qui ne sont pas professionnels de santé et qui sont mal formés, parce que je vous rejoins, on peut ne pas être professionnel de santé et être tout à fait bien formé, vraiment, on est très clair là-dessus, on se rejoint tout à fait là-dessus. Ils se désespèrent absolument de ça. Effectivement, actuellement, s'il n'y a pas dénonciation ou plainte, les gens ne sont pas inquiétés, mais je termine en disant que dans 100% des cas, lorsqu'une personne a été inculpée, elle a toujours été condamnée dans 100% des cas pour exercice illégal de la médecine. Donc il y a effectivement peu de cas, parce que s'il n'y a pas de plainte, s'il n'y a pas de dénonciation, les ARS, le pouvoir judiciaire, etc. ne va pas intervenir, mais clairement, la loi, elle est très claire, c'est de l'exercice illégal de la médecine, 100% de condamnation. Il faut repenser la formation.
Il faut faire que la formation continue pour les gens qui veulent une reconversion soit bien faite. Les cadres existent, il suffit de les appliquer, il suffit de les mettre en avant. Et je vous rejoins également sur la non-éthique qui se planque parfois derrière des fausses chartes, la non-éthique de certains centres qui ne préviennent pas les gens des cadres de pratique qui leur sont autorisés. Merci Antoine. Alors, le couvre-feu arrive, donc je vais demander à Véronique de nous dire quelques mots de conclusion. Et oui, désolé, alors moi, je vais revenir après. Vas-y. Oui, alors vraiment, en 2 mots, moi je voudrais juste conclure en insistant sur le fait que finalement, cette notion de dérive, elle comporte des enjeux multiples au regard de tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Alors avant tout, des enjeux conceptuels. Agnès Firmin-Legodeau le disait aussi, mais de quoi on parle? Et c'est vrai que quand on évoque le terme de dérive, on pense tout de suite à cette question de dérive grossière, voire sectaire. Or, on l'a vu, les dérives, elles ont de multiples facettes, et nombreuses d'entre elles sont plus subtiles et complexes à identifier. On peut commencer par élaborer déjà des critères de définition claire de ces dérives, ça serait déjà de mieux les caractériser, de mieux les différencier et donc de mieux les repérer. C'est vrai que le travail qu'on porte actuellement au sein de l'agence. Il y a aussi, bien sûr, on n'en a pas parlé, mais des enjeux de recherche, parce qu'aujourd'hui, au-delà de quelques études nationales, on manque de données précises en termes de recherche sur le nombre de personnes touchées par ces dérives, leurs caractéristiques et leurs dimensions psychologiques. Et donc, dans cette optique, si on pouvait engager des études, notamment en sciences humaines et sociales, cela pourrait aider, à mon sens, à mieux comprendre leur mécanisme et de fait, à mieux prévenir. Je dirais aussi qu'évidemment, il y a des enjeux de formation et d'information, ça a été long à évoquer. Au-delà aujourd'hui des préconisations de la Miviludes, il existe très peu d'informations, sur les moins très peu d'informations vulgarisées au public, et de même que les formations de sensibilisation dans ce domaine restent très, très marginales. Et je pense qu'à l'ère de la désinformation en santé, diffuser de l'information auprès des professionnels notamment, pour être un rempart contre ces dérives qui gravitent autour du champ de la santé. Et enfin, il y a évidemment des enjeux d'accompagnement au regard des répercussions et de la fragilité des personnes qui sont touchées par ces dérives. Penser sur le terrain des dispositifs d'accompagnement spécifiques pourrait aussi peut-être permettre une écoute et un suivi salutaire des personnes et de leur famille. Autrement dit, la dérive en santé, c'est un sujet complexe aux enjeux multiples qui implique une réflexion éthique, pédagogique, scientifique, politique, citoyenne, et je vous remercie d'y avoir participé. Je te laisse conclure. Merci beaucoup Véronique, merci à tous. Je crois que vraiment en quelques mots c'est intéressant parce qu'on est revenu à cette célèbre histoire de sécurité-liberté. Finalement ce dont on a parlé c'est beaucoup ça. Et en acceptant, comme dirait Camus, il faut avoir du courage et de l'effort pour accepter aussi les contradictions. Et comment finalement à force de courage et d'effort on arrive à trouver des formes d'équilibre. Il y a le pimpon mais c'est pas pour aller me chercher, hein, je vous rassure, même si on arrive à l'heure. Voilà. Mais en disant sécurité et liberté, c'est comment on trouve un équilibre dans le déséquilibre et comment on accepte aussi les contradictions et comment on avance sur ces choses-là. Le deuxième élément, Didier l'a dit là dans le chat, on a peu parlé de confiance. Déjà, quand on parle de confiance, c'est aussi le pari qu'on fait de l'intelligence des gens. Ce qu'on a dit aussi, c'est comment on rend, et là dans cette période Covid, on a bien vu qu'il y a une tentation quand même d'infantiliser beaucoup les populations, c'est comment on rend aussi les gens adultes et en particulier sur les histoires, je pense à Thierry Troussier et tout ce qu'il nous a dit sur les certificats de virginité, comment aussi on contribue justement à renforcer l'autonomie et d'abord des jeunes filles et des femmes. Et on voit bien que à force de tout ça, on a finalement vraiment, on avait dit au début, c'est aussi la question de la République, on a bien parlé de République et de démocratie en travaillant sur les dérives en santé et sur la question de comment finalement, y compris quand on est malade, y compris quand on est impatient, comment on est aussi, comment on conserve, comment on trouve sa place dans l'autonomie. Je voyais bien avec toutes les questions qui défilent qu'on pourrait faire 3 jours encore sur le sujet, donc on va reconstruire, on ne sait pas trop comment parce que l'air de rien c'est quand même un petit peu éreintant de monter tous ces éléments-là, mais je voulais vraiment remercier tous les intervenants, je voulais remercier, il y a eu à peu près 300 personnes qui ont tourné là pendant toute l'après-midi, je veux remercier Samir Kafaoui, qui est vraiment un des partenaires très très importants et qui a dit combien c'était un enjeu pour la Miviludes et plus largement ces questions de dérive en santé, nos députés qui nous ont soutenus et que l'on soutient. On voit bien aussi l'agence, on ne l'a pas du tout créée dans une idée d'opposition entre les sociétés, mais au contraire de comment on travaille ensemble en acceptant aussi nos différences et nos dissensus. Finalement, la démocratie, c'est quoi? C'est l'organisation pacifique des dissensus.
C'est pas vouloir dire que tout le monde est d'accord. C'est de comprendre qu'on peut avoir des différences, des regards différents, mais qu'on n'est pas obligé de se taper dessus et qu'on peut avancer et trouver un compromis. Et donc, on va continuer, on vous tiendra au courant. Et bien sûr, on est preneur d'idées, on est preneur de main-d'œuvre, on est preneur d'engagement autour de ces questions-là. Vous avez bien compris, une fois encore, l'agence n'est pas un lieu idéologique. L'agence est un lieu adogmatique qui cherche à faire avancer la question de la santé, la question du care, en impliquant quand il faut, je dirais, les médecines complémentaires alternatives. Salut à tous, on vous embrasse, on vous aime, et on se retrouvera très vite d'une manière et d'une autre. Et Joël, on se retrouve très vite pour des crêpes. Ah, ciao. Avec grand plaisir. Kenavo. Au revoir. Salut à tous. Et merci encore.